Donc, bonsoir Serap. Alors Serap, il semble qu'il y ait un petit problème parce qu'on vous voit sur deux endroits différents. Donc apparemment vous êtes connecté deux fois, donc ça fait écho. Bon, Bonsoir. Oui, donc apparemment Serap, vous êtes connecté deux fois. ah, Donc en fait ça fait écho. Et bonsoir Isabella. Bonsoir. La question, tu entends bien moi? Comment? Oui, oui, je t'entends bien. Oui, je t'entends bien. Merci bien. Merci. Ouais, c'est bon. Alors on va attendre encore 1 ou 2 minutes que les autres personnes arrivent. Alors, Maria qui vient d'arriver. Oui, ok. Zaineb qui vient d'arriver. Ok. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je note au fur et à mesure les personnes qui arrivent. Pour ça, je vais perdre encore 1 ou 2 minutes pour attendre que les personnes arrivent. Parce que donc, je vous ai préparé un document PDF qui vous sera envoyé donc avec la totalité des informations que je vais donner ce soir, mais ce document ne sera envoyé qu'aux personnes réellement présentes ce soir pour éviter que donc des personnes bloquent une place et ne viennent pas. Donc voilà, il y en a d'autres. Ségolène. bonsoir. Ok, bonsoir. Donc, Angela. Alors, ce sont des noms que j'ai qui me rappellent quelque chose. Donc, je pense que ce sont des personnes qui ont déjà participé pour certains à certains cours que j'ai donnés. Ok, donc oui, il y a cette personne-là m'a prévenu. Il m'a dit que c'est vrai que c'est une personne qui habite au Vietnam. Donc, il est 1h30 du matin là en ce moment au Vietnam. Et il a un rendez-vous à 7h demain matin au travail. Donc, il m'a dit, je suis désolé, mais je ne pourrais pas être là. Donc, lui, il s'est excusé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, Maria, j'ai noté. Zainab, j'ai noté. Ah oui, bah donc Serap, oui, qui revient. Ok, j'avais noté. Ségolène, Angela, Maria, Isabella et Zainab. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. C'est bon. Pour l'instant, on en est là. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas par rapport au prénom si vous êtes tous, toutes des femmes, je ne sais pas. Donc, nous allons travailler ce soir sur deux choses. Nous allons travailler donc sur le sujet que je vous ai envoyé, c'est-à-dire la production orale de DELF B2. Je vais vous expliquer comment réaliser une production orale de DELF B2. Je vais vous expliquer toute la méthodologie et je vais la mettre en pratique sur le sujet que je vous ai donné. Et puis après, nous verrons un point de grammaire qui peut vous être utile pour, utile, qui peut être indispensable pour le DELF B2, notamment pour la partie solution. Nous verrons ça tout à l'heure. Je vous expliquerai, je vous donnerai quelques formules, quelques constructions grammaticales pour exprimer le conseil, le reproche et le regret. Nous verrons comment construire ces trois points de vue. Donc, je vais donc partager avec vous un document
PDF que j'ai préparé. Et donc, comme je l'ai dit, ce document PDF, vous le recevrez à la fin du cours. Il sera envoyé à chacun d'entre vous au format PDF par mail. Donc, vous le recevrez et vous pourrez le réutiliser, le revoir, le relire comme vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'informations dessus. Donc, je vais vous montrer ce document. Document, hop, mon écran, hop, partagé. Voilà, le voilà. Voilà. Donc, c'est ce document-là qui fait une dizaine de pages et donc que je vais partager avec vous. Donc, vous avez la méthodologie complète, le développement du sujet sur le danger des écrans et la partie grammaire avec conseils, reproches, la différence entre les deux et l'utilisation pour le DELF. Bon, ici, je vous explique que vous recevrez ce document, qu'il ne sera fourni qu'aux personnes réellement présentes à ce cours. Voyons maintenant rapidement l'organisation de l'examen du DELF B2. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, de l'examen de production orale. Je me limite ce soir à la production orale. Donc, le jour de l'examen, on va vous présenter plusieurs petits papiers où il y a différents sujets. Vous en tirez deux, vous en choisissez deux. Vous avez 1 minute pour les regarder, pour les comparer, et vous choisissez celui qui vous semble le plus simple pour vous. OK? Donc, on vous donne deux sujets et vous choisissez celui que vous voulez parmi les deux. Et puis, une fois que vous aurez choisi votre sujet, vous aurez 30 minutes pour vous préparer. À la fin de ces 30 minutes, vous devrez donc le présenter à l'examinateur ou aux examinateurs. Parfois, il y en a un, parfois, il y en a deux. Et vous devrez parler pendant environ 6 à 8 minutes. OK, votre monologue devra durer entre 6 et 8 minutes. Je regarde si ça enregistre bien quand même. Oui. Et à la fin de ces 8 minutes, vous aurez un débat avec l'examinateur ou les examinateurs et ce débat durera environ 10 minutes. Je vous expliquerai après le type de questions que les examinateurs peuvent vous poser. OK? Donc, voilà les caractéristiques de l'examen. Alors, maintenant, nous allons voir ce que vous devez faire pendant ces 30 minutes de préparation. OK? Donc, pendant ces 30 minutes, donc vous en choisissez un, on l'a déjà vu. Première chose à faire, lire le texte que vous avez choisi. Lisez-le bien. OK? Je peux le mettre éventuellement un petit peu plus grand si vous voulez. Voilà. Donc, lisez bien le texte que vous avez choisi. Il est généralement assez court et donc c'est assez rapide pour le lire. Et vous devez repérer immédiatement tous les éléments essentiels. Pardon. Les éléments essentiels, c'est le titre, la date, la source. Alors, la source, c'est le nom du journal. Pardon, je l'ai mis en majuscule. On commence bien. Nom du journal. Voilà. Le nom du journal ou de la revue, l'auteur et le type de document. Alors, des documents, il y a deux types principaux. Il y a un titre, il y a un document explicatif. Alors, explicatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journaliste, la personne qui a écrit l'article, est objectif, neutre, et il donne des explications sur un sujet. Par exemple, les avantages et les inconvénients. Alors qu'un texte argumentatif, lui, c'est un texte, on va dire, un texte d'opinion où la personne va donner son avis sur tel ou tel sujet. Donc, un texte explicatif, par exemple, sur le télétravail, il va vous dire les avantages
et les inconvénients du télétravail. Un texte argumentatif, il va vous dire le télétravail, c'est très bien parce que. Donc, il a une opinion, déjà, dès le départ. D'accord? Donc, vous devez être capable de repérer si le petit texte qui vous est fourni est explicatif ou argumentatif. Et vous devez en extraire le thème essentiel, ce que moi j'appelle le problème. Ok? Nous allons voir après la différence entre problème et problématique. Donc vous devez repérer le thème principal sous une forme affirmative. Alors ici, je vous en ai donné plusieurs qui sont possibles. Le réchauffement climatique, le manque de professeurs, l'électronisme, l'expérimentation animale, Airbnb et le tourisme de masse. Il y a des dizaines de problèmes possibles. Et vous allez devoir, et c'est là que c'est compliqué, vous allez devoir transformer ce problème en problématique. Et une problématique, c'est toujours sous la forme d'une question. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons, je vous donne un problème. Ma voiture est en panne. C'est un problème. OK, ma voiture est en panne, c'est un problème. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question, c'est un problème. Ma voiture est en panne. Maintenant, je vais créer une problématique. Pardon. Je peux dire, par exemple, comment vais-je faire pour aller travailler? Comment vais-je pouvoir payer la réparation? Pourquoi ma voiture est-elle en panne? Donc, vous voyez, à partir du problème, j'ai créé 3 problématiques possibles. Il y en a beaucoup d'autres. OK? Mais vous, on vous demande, à partir d'un problème, ici le problème, c'est évidemment les écrans à l'école. Vous devez être capable, à partir de ce problème, les écrans à l'école, ça c'est le problème, et vous devez être capable de créer une problématique. Par exemple, pourquoi les pays ne sont pas d'accord les uns avec les autres? Parce que vous l'avez remarqué, dans le document, ils disent que la Suède a décidé d'arrêter les écrans à l'école, alors que la France continue à mettre en place des tablettes. Donc, vous voyez, donc ils ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Pourquoi? En quoi les écrans représentent-ils un danger pour les enfants? Vous voyez, autre problématique possible. Peut-on, en 2023, se passer des écrans? C'est-à-dire ne pas utiliser d'écran. Donc, vous voyez, à partir du problème, les écrans à l'école, j'ai créé 3 problématiques.
Vous choisissez, vous, celle que vous voulez. On ne va pas vous reprocher, on ne va pas vous dire « Ah oui, mais madame, vous avez choisi telle problématique, nous, on avait pensé à une autre. Et alors? Ma problématique, elle est bonne. Elle est adaptée au sujet. Donc, on ne peut pas vous le reprocher. Donc, vous devez trouver une problématique. Et à partir de cette problématique, vous devez créer un plan qui va vous permettre de répondre à cette problématique. On a d'un côté des pays qui veulent les écrans et d'un autre côté, des pays qui ne veulent pas. Donc, ça veut dire, pour ceux qui veulent, ça veut dire qu'il y a des avantages. Et pour ceux qui ne veulent pas, ça veut dire qu'il y a des inconvénients. Je vais mettre un plan avantage, inconvénient. Dans le deuxième, en quoi les écrans représentent-ils un danger? Donc, dès le départ, ma problématique, elle limite le sujet aux aspects négatifs. C'est-à-dire que les écrans, c'est dangereux. Point. Donc, dans ce cas-là, je vais développer un autre plan et je vais dire problème, conséquence, solution. OK? Donc, vous voyez, en fonction de la problématique que vous posez, vous allez devoir trouver un plan qui s'adapte à votre problématique. On va le revoir plus précisément tout à l'heure avec le sujet. Je ne vous inquiétez pas, on va le revoir. Et après, une fois que vous avez votre plan, vous devez trouver les arguments que vous allez placer dans chaque partie du plan. Vous devez trouver des arguments et ensuite des connecteurs. Et en conclusion, vous devrez donner votre point de vue personnel. OK? Alors, on va revoir tout ça ensemble de manière précise avec. Alors ça, je vous ai mis, c'est l'énoncé classique qui vous est mis sur la feuille le jour de l'examen. C'est-à-dire qu'on vous demande, on vous dit ce que vous devez faire. OK? Donc, c'est toujours la même chose. Donc, vous retrouverez systématiquement la même chose. Voyons ensemble le document qui vous était fourni, que je vous avais envoyé par mail il y a quelques jours. Donc, on va d'abord essayer de repérer les informations essentielles de ce document. Vous avez ici le titre. Vous avez ici la source, c'est-à-dire le nom du journal. Ici, c'est une revue, alors ça m'intéresse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une revue plus spécialisée pour les adolescents. Okay, c'est donc une revue qui s'adresse plus particulièrement aux adolescents. Mais bon, si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave non plus. Ici, vous avez la date de publication. Et ici, vous avez le nom de la personne qui a écrit l'article. Donc, vous avez toutes les informations. Et puis, vous avez le texte que vous allez devoir être capable de résumer en 2-3 phrases. OK? Donc, vous devez repérer les informations essentielles. Donc, les informations essentielles, ce sont les manuels scolaires qui reviennent en Suède. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences apparemment sur la concentration. Ça a également des conséquences sur, ils le disent aussi, capacité et envie de lire.
lecture, compréhension écrite, etc., etc. Et puis, il y a l'avis des médecins qui disent c'est dangereux. OK? Mais d'un autre côté, vous avez quand même la France qui, elle, continue à utiliser les tablettes. D'accord? Alors qu'en France, les tablettes scolaires font doucement leur apparition. Vous voyez, il y a opposition entre ce qui se passe en Suède et ce qui se passe en France. Donc maintenant, retrouvons les informations du texte. Donc le sujet, les dangers des écrans. Là, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est facile à trouver. Vous devez retrouver toutes les informations, on les a trouvées, maintenant il va falloir les présenter. Alors, voyons comment vous allez présenter tout ça. Dans votre introduction, il doit y avoir plusieurs parties. La partie 1, ça va être présentation personnelle. Je vous ai mis en jaune une phrase que vous pouvez apprendre par cœur et que vous pouvez réutiliser systématiquement. Évidemment, vous changez le madame ou le monsieur en fonction de la personne qui est en face de vous. Et évidemment, vous changez ici votre prénom et votre nationalité. OK? Donc, vous pouvez apprendre cette phrase par cœur. Et je vais maintenant vous proposer ma production orale sur le document journalistique que je viens de tirer au sort. Ça, entraînez-vous à le dire, à le prononcer, enregistrez-vous sur votre téléphone portable, réécoutez-vous pour voir si vous êtes capable de le dire de manière fluide. OK? Ensuite, vous devez parler du sujet, du thème principal. Ben là, vous pouvez dire, il s'agit d'un article de journal dont le thème principal est le danger des écrans, notamment dans le domaine scolaire. Donc, en fait, vous avez juste à changer ça. Puisque le début, vous pouvez le dire systématiquement. OK? Donc ça, c'est toujours l'introduction. Toujours l'introduction, on présente l'article. Donc, vous voyez, là, j'ai présenté l'article et j'ai mis la date, le nom de la revue. Dans la revue pour adolescents, ça m'intéresse. Le nom de l'auteur, du journaliste, enfin de la journaliste. Le type d'article, informatif. Et son titre. En Suède, les écrans de l'école feraient baisser le niveau scolaire des élèves. Donc, vous voyez, cette phrase me permet de présenter totalement le document. Il ne manque plus qu'une chose pour finir de présenter le document, c'est le résumé. Et là, je vous ai présenté une possibilité de résumé. Alors, je vais tout mettre sur la même page. Voilà. La journaliste nous rappelle que la Suède a décidé de supprimer les écrans depuis la dernière rentrée scolaire et que l'État a décidé de remettre en place les manuels scolaires en papier. Le gouvernement suédois a en effet remarqué que les écrans auraient une influence négative sur le niveau scolaire des élèves et notamment sur l'écriture et la lecture. À l'opposé, la France continue à développer les outils numériques dans le domaine scolaire. Donc, vous voyez, en 2-3 phrases, j'ai résumé le texte. Ensuite, étape 5, la problématique. Et j'en ai créé une. Cet article nous permet de nous demander pourquoi les différents pays, pardon, il manque le mot. Les différents pays ne sont pas d'accord sur l'utilisation des écrans à l'école.
Donc, vous voyez, voilà la problématique. Donc, je viens de présenter le document, et une fois que j'ai présenté le document, je dis, cet article ou ce document nous permet de nous poser la question, donc de nous demander pourquoi. Et là, j'intègre la problématique que j'ai créée. Et ensuite, je vais expliquer le plan. Afin de répondre à cette question, vous voyez, je reprends, je fais le lien avec la question que je viens de poser, afin de répondre à cette question, et j'explique mon plan. Nous verrons et nous développerons. Donc, ça veut dire que ma première partie, ça va être les avantages. Et ma deuxième partie, ça va être arguments opposés, c'est-à-dire les inconvénients. Et vous remarquerez une troisième partie importante, c'est dans un premier temps, et ensuite, les connecteurs qui me permettent d'expliquer dans quel ordre je vais présenter mes informations. Alors là, j'ai fait une faute encore. Vous noterez plusieurs choses. Alors, je reviens sur ce document-là. Je vous montre plusieurs petites choses. Voilà. J'utilise systématiquement nous. Vous ne devez jamais utiliser je. Je est interdit. D'accord? Enfin, moi, je vous l'interdis. Peut-être que certains correcteurs l'accepteraient. Moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que le je, vous oubliez les personnes qui sont en face de vous. Je vous rappelle qu'après, il y aura un débat. Donc, vous allez discuter. Vous allez dialoguer. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Donc, ne dites pas je verrai. Puisque après, vous allez le voir avec eux. Donc, utilisez toujours nous. Et bon, en B2, ce n'est pas forcément obligatoire, mais moi, je vous conseille d'utiliser le futur simple. Donc, ne dites pas nous allons voir. OK? Évitez de dire nous allons voir. Alors, pourquoi? Parce que allons voir, c'est donc ce qu'on appelle le futur proche. C'est très simple à construire. Tout le monde sait construire le futur proche. Si vous êtes capable d'utiliser le futur simple, les correcteurs vont apprécier et vont vous donner du bonus. OK? Parce que le futur simple est plus compliqué à construire. Il y a plus de verbes irréguliers. Et donc, si vous êtes capable de prouver que vous le maîtrisez, ce sera valorisé. OK? Et vous remarquerez également que j'ai utilisé deux verbes différents. Le verbe voir et le verbe développer. Évitez de dire nous verrons, nous verrons, nous verrons, nous verrons, nous verrons, nous dirons, nous dirons, nous dirons. Arrêtez d'utiliser tout le temps les mêmes verbes. Montrez que vous en connaissez plusieurs. Et puis ensuite, vous allez avoir le développement. Alors, avant de passer au développement, est-ce qu'il y a des questions sur la partie introduction ou sur la partie préparation? N'hésitez pas. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises sur la partie introduction ou sur la partie préparation? Oui, Isabella. La question pour les étapes 3,
est-ce que tu rappelles qu'est-ce que nous pouvons Oui, présenter? alors je peux remontrer l'écran si tu veux. Hop, partager. Hop, hop. Donc, étape 3. Oui. Vas-y, explique-moi. Seulement deux. Seulement deux. Ouais, merci. Mais de toute façon, vous allez recevoir ce document, hein, donc vous aurez tout ça. Hein. Vous aurez toutes les informations. Hein. Vous allez le recevoir. Merci. Ouais, vous allez le recevoir, il n'y a pas de souci. Merci. OK, donc arrêtez le partage. Voilà. Donc, d'autres questions? Alors, je précise, si vous avez, je sais que pendant le cours, vous n'avez peut-être pas prévu de questions, vous n'avez peut-être pas de questions tout de suite, mais peut-être que demain matin ou demain soir, vous allez vous dire « Ah, dommage, j'aurais voulu poser cette question-là ». Dans ces cas-là, vous m'envoyez un petit mail et vous dites « Bruno, j'ai participé à la réunion, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?» Et je répondrai à cette question dans une autre vidéo où je répondrai à toutes les questions que vous m'aurez posées. OK? Et donc, je partagerai cette vidéo avec vous. Le lien vers cette vidéo. Alors, donc là, on a vu l'introduction, enfin l'introduction. Cette introduction, vous allez la faire en environ 1 minute 30, 2 minutes maximum. Ça doit être très court. Donc, vous voyez, par exemple, si je reprends le document et que je relis, je vais me chronométrer. Chronomètre. Voilà, ça commence là. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Bruno, je suis espagnol et je vais maintenant vous proposer ma production orale sur le document journalistique que je viens de tirer au sort. Il s'agit d'un article de journal dont le thème principal est le danger des écrans, notamment dans le domaine scolaire. Cet article, publié le 24 mai 2003 dans la revue pour adolescents Ça m'intéresse, a été rédigé par Emma de Rome. Il s'agit d'un article de type informatif. Il s'appelle « En Suède, les écrans à l'école feraient baisser le niveau scolaire des élèves ». La journaliste nous rappelle que la Suède a décidé de supprimer les écrans depuis la dernière rentrée scolaire et que l'État a décidé de remettre en place les manuels scolaires en papier. Le gouvernement suédois a en effet remarqué que les écrans auraient une influence négative sur le niveau scolaire des élèves et notamment sur l'écriture et la lecture. À l'opposé, la France continue à développer les outils numériques dans le domaine scolaire. Cet article nous permet de nous demander pourquoi les différents pays ne sont pas d'accord sur l'utilisation des écrans à l'école. Afin de répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps quels sont les avantages des écrans à l'école et ensuite nous développerons quelques arguments opposés à l'utilisation pédagogique des écrans dans le domaine scolaire. 1 minute 40. Alors évidemment, ne paniquez pas. Je sais très bien que vous ne pouvez pas, vous ne savez pas parler à ce rythme-là et de manière aussi fluide. Mais vous êtes en B2. On ne vous demande pas d'être capable de faire quelque chose d'aussi rapide et d'aussi fluide. Si vous allez plus lentement, si vous faites quelques erreurs, ça n'aura pas de conséquences négatives. OK? Vous aurez une bonne note. Ce qui est important, c'est que vous donniez
toutes les informations. Je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais la méthodologie, donc le respect des règles, rapporte plus de points que le niveau de langue. Donc, si vous respectez la méthodologie, si vous n'oubliez aucune information, vous êtes sûr d'avoir la moyenne. OK? Et ça, c'est valable pour tout, hein. C'est valable également pour la production écrite, c'est valable également pour les compréhensions écrites et orales. Respectez la méthodologie et vous aurez la moyenne. OK? Donc, voyons maintenant le développement. Alors, le développement, c'est assez compliqué pour beaucoup d'étrangers parce que la logique argumentative française est différente de la logique argumentative anglaise, allemande, espagnole, italienne, portugaise, brésilienne, chinoise. Nous avons une logique argumentative qui est verticale. Alors que en Angleterre, en Espagne, en Italie, la logique, elle est horizontale. Alors, je vous explique. Je vais vous montrer. Je vous ai préparé un petit document que vous voyez ici. Et donc, imaginez un plan, problème, conséquence, solution. Ben, en fait, en français, il faut obligatoirement que vous suiviez les flèches. Il faut suivre les flèches. Donc, je vais d'abord présenter mon problème 1, puis mon problème 2, puis mon problème 3. Et quand j'ai fini de présenter mes 3 problèmes, je remonte et je présente la conséquence 1, puis la conséquence 2, puis la conséquence 3. Et enfin, je remonte et je vais présenter les solutions. Donc, vous voyez, en français, on fonctionne comme ça. Alors que en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, comment ça s'appelle, la logique, je suis en train de chercher des formes, voilà, la logique va être comme ça. C'est-à-dire, je présente l'argument, le problème 1, puis la conséquence 1, puis la solution 1. Et en vrai, je reviens, argument 2, problème 2, conséquence 2, solution 2. En français, c'est interdit de faire ça. En français, vous devez obligatoirement faire de manière verticale. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, mais vous ne pouvez pas, et c'est pareil à l'écrit, hein. C'est pour l'oral, mais pour l'écrit également. Vous ne pouvez pas avoir dans le même paragraphe un problème, une conséquence et une solution. Vous ne pouvez pas avoir dans le même paragraphe un avantage et un inconvénient. Tous les avantages doivent être dans le même paragraphe et tous les inconvénients doivent être dans le même paragraphe. OK? Et donc, chacun des arguments doit être relié aux autres par un connecteur d'addition. Alors, est-ce que vous connaissez des connecteurs d'addition? Quel connecteur vous allez utiliser entre les arguments, entre les problèmes? Entre le problème 1 et le problème 2, entre le problème 2 et le problème 3? Quels sont les connecteurs que vous allez utiliser? Est-ce que vous en connaissez? N'hésitez pas, même si vous vous trompez, c'est pas grave, hein. Non? Aucun? Alors, des connecteurs il y en a beaucoup. Vous avez 2+,
En outre, d'ailleurs, de même, également, ça, ce sont des connecteurs d'addition, c'est-à-dire ceux que vous allez utiliser ici, entre le problème 1 et le problème 2, vous allez dire, par exemple, 2 plus, et vous allez présenter le problème 2. En outre, et vous allez présenter le problème 3. OK? Et puis là, on passe directement des problèmes aux conséquences. Eh bien, vous allez devoir trouver un connecteur d'opposition, de conséquence ou de conséquence, selon le plan. Et enfin, un connecteur de solution. Et là, on retrouve les connecteurs d'addition. Donc, systématiquement, entre chaque argument, vous devez utiliser un connecteur. C'est indispensable. Et quand vous regardez la grille d'évaluation du DELF B2, vous voyez que les connecteurs rapportent, je crois, 2 ou 3 points sur les 25. Donc, si vous utilisez les connecteurs, les 3 points, vous les aurez. Si vous n'en utilisez jamais, vous aurez 0 sur 3 à la partie connecteur. Donc, il faut absolument que vous utilisiez des connecteurs. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous ne les connaissez pas, c'est d'aller chercher sur Internet des listes de connecteurs pour l'addition, pour l'opposition, pour la concession, pour la conséquence, pour les solutions. Il y a des connecteurs pour chaque type d'idée. Et vous devez les connaître. Et enfin, dans la partie solution, vous devez donner votre avis sur le sujet, en commençant par exemple par, à mon avis, d'après moi, j'estime que, et faire quelques ouvertures possibles. L'école à la maison, par exemple, l'intelligence artificielle au service de l'éducation, autre exemple. Voilà comment vous devez développer votre plan. Et ça, cette partie-là, doit durer environ 6 minutes. Donc le développement, non, pas 6 minutes, j'exagère. On va dire, allez, 4 minutes. En B2, 4 minutes. OK? Donc tout ça, vous devez être capable de le faire en 4 minutes. Le problème numéro 1 est, etc., etc. De plus, le problème numéro 2 est. En outre, le problème numéro 3 est. C'est pourquoi, conséquence numéro 1. De plus, ou d'ailleurs, conséquence numéro 2, etc., etc. Donc, tous les éléments doivent être reliés les uns aux autres par des connecteurs. C'est indispensable. OK? Alors, je vous rappelle le plan qu'on a choisi. On a choisi, enfin, j'ai choisi, avantages, inconvénients. Avantages, inconvénients des écrans. Est-ce que vous pouvez me donner des avantages et des inconvénients des écrans? Est-ce que vous pouvez m'en donner, par exemple, un avantage, 2 avantages et 3 avantages? Et puis, même chose, 3 inconvénients. En quoi les écrans à l'école peuvent-ils être positifs et en quoi peuvent-ils être négatifs? Je vous écoute.
Dans les inconvénients, Oui, dans les inconvénients, vas-y. il influence la mémoire et la concentration. Alors ça, c'est les avantages. Donc, c'est non, c'est inconvénient pour toi ou avantage? L'influence sur la mémoire et la compréhension, elle gêne la compréhension. D'accord. Influence négative Oui, sur la mémoire et sur la concentration. Pourquoi je mets ça en majuscule, moi? Influence négative sur la mémoire et sur la concentration. OK. Quoi d'autre? Vous pouvez réutiliser des arguments utilisés dans les textes, hein. Vous avez le droit. Quels sont les inconvénients qui sont développés dans les textes? Il parle notamment de la lecture et de la compréhension écrite. Les élèves ne savent plus lire. Arrivé en sixième, alors je ne sais pas si vous connaissez le système scolaire français, sixième, les élèves, ils ont 11 ans environ. Il y a un élève sur deux qui, arrivé en sixième, à 11 ans, lit avec une grande difficulté, n'est pas capable de lire de manière fluide. OK? Donc ça, ils ne comprennent pas les textes qu'ils lisent. Donc ça, c'est un gros problème également, et ils en parlent dans le texte. Un autre problème des écrans, si vous avez des enfants, ou même si vous utilisez beaucoup les écrans, vous devez vous en rendre compte, c'est que fatigue des yeux, problème de sommeil. Donc il y a des problèmes de santé. OK? Il y en a beaucoup d'autres, des inconvénients dont ils ne parlent pas dans les textes. Par exemple, le harcèlement en ligne. Il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés sur les réseaux sociaux, avec les téléphones portables, etc., etc. Donc, le harcèlement en ligne est un autre inconvénient. Mais vous devez être capable de trouver des avantages également. ce sont plus pratiques à porter. Alors, plus pratique, tout à fait, plus pratique à porter, les livres sont très lourds. Moi, je me rappelle, alors moi je fais partie de la vieille génération. Quand j'étais élève, Internet n'existait pas, etc. Donc, on avait des livres. Les cartables, c'est-à-dire les sacs que l'on mettait sur notre dos, ils étaient très, très lourds. Et on se faisait mal au dos, on avait très mal au dos. Parce que tous les livres ensemble, ça faisait des kilos, des dizaines de kilos. Quoi d'autre? Accès plus rapide. Accès plus rapide aux informations. Très bien. Quoi d'autre? Les élèves, ce sont de futurs adultes, de futurs citoyens, de futurs travailleurs qui, de toute façon, dans leur vie d'adulte, devront utiliser les écrans.
Parce que les écrans, on les trouve partout pour chercher du travail, pour envoyer un CV ou une lettre de motivation, pour l'administratif, les démarches administratives, pour tout, on utilise les écrans aujourd'hui. Donc il faut peut-être habituer les élèves à leur future vie d'adulte. Il faut les habituer à utiliser ces nouvelles technologies dont ils auront besoin une fois adultes, de toute façon. Ok? Vous avez d'autres arguments, comme par exemple le fait que certains professeurs utilisent des applications très utiles, comme par exemple Kahoot, je ne sais pas si vous connaissez, comme Canva, etc., etc., sont des applications très utilisées par les professeurs. Et ça veut dire que si on interdit les écrans, à ces applications, on ne pourra plus les utiliser. Il y a, vous voyez, il y a encore un autre grand avantage. Remettez-vous 3 ans en arrière. Crise sanitaire, Covid, confinement. On a été obligé de ne faire que de l'école à la maison, donc l'école en ligne. Imaginons que les élèves n'aient pas d'écran. L'école s'était fermée, on ne pouvait plus rien faire. Donc les écrans ont permis de continuer à enseigner pendant la crise sanitaire. C'est aussi moins cher en point de vue économique pour l'élève. Alors, en effet, c'est moins cher. Oui, par exemple, nous, en Tunisie, on utilise les classrooms euh, au Oui. lieu de photocopier tous les jours. Bah, je vais vous montrer quelque chose. Tous mes cours, moi, tous mes groupes que j'ai, vous voyez, tous mes groupes sont sur Classroom. Oui, nous aussi. Toutes mes formations sont sur Classroom. Donc, vous voyez, donc j'ai, par exemple, là, les 2 premiers, là, ce sont des cours particuliers, des cours individuels. Bah, tous les cours que je leur donne sont sur Classroom. Les groupes de C1, etc., tout est sur Classroom. Donc, ça veut dire que j'utilise systématiquement Classroom, moi. Et moi, par exemple, dans mon métier, je ne pourrais pas, vous êtes là, voilà. Dans mon métier, je ne pourrais pas travailler s'il n'y avait pas d'écran. Donc, Dans les il y a. inconvénients, on peut, pardon. Vas-y, vas-y. Dans les inconvénients, on peut ajouter l'isolation sociale. Alors, on ne dit pas isolation, on dit Euh, isolement. isolement social, oui. C'est quoi l'isolation? Je sais pas. Ça existe, hein, le mot existe. Hein. Le mot existe, isolation. Isolation, c'est quand on protège sa maison contre le froid ou contre le bruit, etc. Ah, D'accord? Donc, oui. isoler une maison contre le froid, c'est-à-dire la protéger du froid ou la protéger du bruit ou de la lumière, etc., etc. Ça, c'est l'isolation. Mais quand on parle d'une personne qui est seule, on parle d'isolement. Donc, ne confondez pas les deux mots, attention. Merci. Isolement social, tout à fait, ce sont des inconvénients également. Donc, vous voyez, il y a également un autre inconvénient, c'est les inégalités sociales. Si on impose des écrans à tous les élèves, ça veut dire que les élèves dont les parents sont les plus pauvres vont avoir des difficultés
à avoir ces écrans. Par exemple, pendant la crise sanitaire, on s'est rendu compte que certains élèves n'avaient qu'un téléphone portable pour suivre les cours du prof. Alors que d'autres, au contraire, avaient leur bureau personnel, ils avaient un ordinateur avec un grand écran, etc., etc. Donc évidemment, un enfant qui travaille sur son téléphone portable, qui travaille dans la cuisine avec ses frères et sœurs qui font du bruit à côté, et l'autre qui est dans son bureau en individuel, tranquille, forcément, les conditions de travail ne sont pas équivalentes et les résultats ne seront pas équivalents non plus. Les chances de réussir ne sont pas équivalentes. Il y a également des inégalités géographiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les zones blanches. En France, nous avons des endroits, notamment les campagnes, où on ne capte pas Internet. Ou en tout cas, le réseau est très mauvais. Donc ça veut dire que si dans la même famille, vous avez deux personnes qui veulent utiliser Internet en même temps, c'est pas possible. Moi, par exemple, chez moi, dans ma maison, j'habite en campagne, dans ma maison, je ne pouvais, alors je dis pouvais, hein, je l'utilise à l'imparfait, je ne pouvais même pas avoir Netflix. Je ne captais pas Netflix parce que ma connexion Internet n'était pas assez bonne. Et moi, j'étais obligé de passer, je ne sais pas si vous connaissez, à un système d'Internet par satellite qui est proposé par Starlink, une des entreprises d'Elon Musk, le patron de Tesla. Il a proposé Internet par satellite et je l'ai pris parce que sinon, je ne pouvais pas travailler en ligne. Donc, ça veut dire que les gens qui habitent dans les campagnes, ils sont défavorisés si on impose les écrans parce qu'eux ne peuvent pas les utiliser. Ils ne peuvent pas utiliser Internet. Donc, vous voyez, il y a plein de problèmes, plein d'avantages, plein d'inconvénients. Au B2, on ne vous demande que 3. Vous voyez, on en a trouvé 6 ici et on en a trouvé 6 ici. Vous avez juste besoin d'en développer 3. Un avantage, 2 avantages, 3 avantages, un inconvénient, 2 inconvénients, 3 inconvénients. C'est tout. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas capable de penser à tout ça. Il vous suffit d'en trouver 3. OK? Et une fois que vous avez fini de présenter tout ça, bah, vous allez débattre. Alors moi, ce que je vous conseille, je ne l'ai pas mis dans le document, mais ce que je vous conseille, c'est de dire à la fin de votre monologue, c'est de dire j'ai maintenant terminé ma production orale et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, dès que vous avez terminé votre monologue, vous dites ça. Donc, vous apprenez cette phrase par cœur, vous la dites à la fin de votre monologue, et là, les examinateurs vont comprendre que vous avez fini et que maintenant, ils peuvent vous poser des questions. OK? Les questions qu'ils peuvent vous poser, ils peuvent vous demander de reformuler quelque chose que vous avez dit. Ils peuvent vous demander de préciser un argument. Ils peuvent vous demander d'argumenter et de débattre. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, vous avez dit ça, on n'est pas d'accord avec vous. Et donc, vous devez justifier ce que vous avez dit. Et ils peuvent vous interroger sur des sujets d'ouverture pour vérifier votre culture générale. Voilà tout le type de questions qu'ils peuvent vous poser. Je précise quelques petits points par rapport à ce débat. Vous pouvez, ça peut arriver, ne pas comprendre ce qu'ils vous ont dit, ce qu'ils vous ont demandé. Dans ces cas-là, n'hésitez pas. Vous pouvez dire, par exemple,
Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la reformuler? Vous pouvez tout à fait dire ça. Et donc, ils vont répéter la question qu'ils vous ont posée. OK? Alors, évidemment, si au bout de 3 ou 4 fois, vous ne comprenez toujours pas, là, il risque d'y avoir un problème. Mais vous pouvez, n'hésitez pas, ou est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? D'accord? Je vous la mets aussi, cette phrase. Pourriez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Alors, évidemment, ne le dites pas à toutes les questions. Parce que là encore, ils vont se rendre compte, bah, cette personne ne nous comprend pas. En B2, ce n'est pas normal. Et donc, ils vont vous sanctionner parce que votre compréhension orale n'est pas suffisante. OK? Donc, n'hésitez pas, une ou deux fois pendant le débat, ça passe sans problème. Vous pouvez le faire. Mais ne le faites pas à toutes les questions. Je vous ai mis ici, je regarde l'heure, je vous ai mis ici ce que vous devez écrire sur votre feuille. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des stabilos, OK, pour repérer les informations essentielles dans le texte, le titre, les mots-clés, etc., pour que ce soit plus facile pour vous de retrouver les informations. N'écrivez pas de phrases complètes. OK, vous n'aurez pas le temps de le faire et les examinateurs, de toute façon, ne vous laisseront pas lire. Vous n'aurez pas le droit de lire pendant l'examen. C'est-à-dire, ne rédigez pas tout votre texte et puis le jour de l'examen, devant les examinateurs, vous avez la tête sur votre feuille et vous lisez. Ils ne vous laisseront pas faire. Okay, vous devez les regarder. C'est pour ça que moi, par exemple, pendant les formations que j'organise, mes élèves, je leur demande de faire des productions orales et donc de me les envoyer pour correction. Et je leur demande de le faire sous la forme vidéo. Parce que pendant qu'ils présentent leur sujet, ils doivent regarder la caméra. Donc, je leur demande toujours de le faire sous la forme vidéo pour les entraîner à le faire dans les conditions de l'examen. Donc, n'essayez pas de lire, vous ne pourrez pas le faire le jour de l'examen. Donc, n'écrivez pas de phrases complètes. Vous allez dire, par exemple, vous voyez ici, voilà. Au lieu de mettre accès plus rapide ou habituer les élèves à leur future vie d'adulte, ben vous essayez de trouver des mots-clés. Habitué, élève, adulte. Ou vous mettez application, caout. Et ça va vous permettre de comprendre, ah oui, c'est vrai, il faut que je parle des applications qui sont très souvent utilisées par les professeurs. On peut rajouter par exemple Classroom, puisque l'une d'entre vous l'a cité, Classroom, OK? Donc, vous pouvez mettre le mot crise sanitaire, vous pouvez mettre le mot argent, et ça va vous permettre, vous, de retrouver l'information et de dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle de l'argent. Les écrans, finalement, ça coûte moins cher que les livres. » OK? Donc, utilisez des mots-clés qui vont vous permettre de vous retrouver, mais n'écrivez pas de phrases entières. Pour vous donner un ordre d'idée, toutes les informations que vous allez donner doivent tenir dans une feuille comme ça. Vous ne devez pas avoir à retourner la feuille. Toutes les informations que vous devez écrire doivent tenir sur un côté de feuille. Si vous êtes obligé d'utiliser plusieurs feuilles, vous écrivez trop. Ce n'est pas utile. Et c'est surtout
plus négatif que positif. Parce que vous allez vous perdre. Vous ne saurez plus où vous en êtes. Et au moment où vous allez regarder, vous ne saurez plus ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Vous allez être perdu, vous allez paniquer et ça va être catastrophique. Donc, utilisez des mots-clés et au fur et à mesure que vous avez fait une partie, vous la coloriez en jaune pour dire ça, c'est fait. Et puis, il vous suffit de regarder, ah, maintenant, argent. Je dois parler de l'argent et je redémarre sur la partie argent. OK? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des fiches argumentatives. Donc, les fiches argumentatives, c'est un petit peu ce qu'on a fait ici. Vous voyez, je ne sais plus où c'est que je l'ai mis. Voilà, c'est ça. Fiche argumentative, ça va être ça. Pour tous les sujets qui peuvent tomber à l'examen, vous faites des tableaux et vous mettez tous les avantages, tous les inconvénients, tous les problèmes, toutes les conséquences, toutes les solutions. OK? Et puis, ben, vous renseignez, vous remplissez 3-4 avantages, 3-4 inconvénients, 3-4 solutions. Vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas, moi, comment trouver tout ça. Ben, vous avez la chance d'avoir Internet et d'avoir Google. Regardez, si je fais une recherche Google et que je fais écran, avantages, inconvénients, les avantages et les inconvénients d'utilisation des écrans, les bienfaits des écrans, avantages et inconvénients des écrans, avantages et inconvénients des écrans, les avantages et inconvénients à connaître absolument. Écran, quels inconvénients pour les jeunes, les dangers des écrans sur la santé des enfants, etc. etc. Il vous suffit d'ouvrir 4 ou 5 sites différents, de repérer les idées qui sont développées et de les mettre dans votre fiche argumentative. Et ça, vous le faites pour tous les sujets qui peuvent tomber à l'examen. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je les connais, moi, les sujets qui peuvent tomber à l'examen? Bah, il y a des thèmes qui reviennent tout le temps. Il y a des thèmes comme, par exemple, l'environnement, le travail, l'école, le bien-être animal, les nouvelles technologies. Donc, tous ces sujets peuvent tomber. Vous avez des sites qui vous proposent les sujets les plus habituels. Vous avez, même sur ma page Facebook, je mets régulièrement des sujets qui sont tombés à l'examen. Donc ces sujets, il faut que vous les travaillez en priorité. Parce que vous devez savoir qu'un sujet qui est tombé, par exemple, à Buenos Aires, en Argentine, peut très bien tomber à Paris un mois plus tard, ou retomber au Caire, en Égypte, 3 semaines plus tard, ou à Tokyo, au Japon, ou à Moscou, en Russie, ou peu importe. Les sujets vont d'un pays à l'autre et peuvent tomber n'importe où. Par exemple, j'ai proposé, moi, il y a quelque temps, un sujet qui est tombé, un de mes élèves qui a eu ce sujet l'année dernière en France. Bon, il n'est pas français, il est indien, mais il est venu passer l'examen en France et il est tombé sur le télétravail pour le DALF C2. Et bien, ce sujet est retombé 15 jours plus tard au Caire, en Égypte. Le même sujet, un autre de mes élèves a eu le même sujet au Caire, en Égypte. Une autre élève l'a eu 2 mois plus tard en Italie. Ce sujet vient de retomber presque équivalent en Angleterre cette année, 1 an plus tard. Donc, vous voyez, les sujets passent d'un pays à l'autre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les groupes Facebook et de poser des questions ou de lire les posts des personnes qui se sont présentées à l'examen et qui vous expliquent le sujet sur lequel ils sont tombés. Ces sujets-là, vous devez les travailler en priorité parce qu'ils peuvent retomber. OK? Vous devez également
travailler des points grammaticaux précis. Vous devez être capable de maîtriser tous ces points-là. Le discours indirect, les verbes introducteurs, le futur simple, le conditionnel passé, le subjonctif, les questions formelles, les questions indirectes, les connecteurs logiques. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais là, je vous ai mis les principaux. OK? Donc, tous ces points-là, vous devez les maîtriser. Alors, si vous avez besoin d'un manuel, le manuel peut être le plus adapté pour vous. Il y en a deux, je vous en présente deux. Du plus simple au plus compliqué. Donc, le plus simple, bon, c'est peut-être un peu simple pour vous, c'est celui-là. OK, grammaire progressive du français. Ah, pardon, vous ne le voyez pas. Désolé. Si vous le voyez. Ah, si, vous le voyez sur ma. Oui. Grammaire progressive du français, niveau A1, A2, B1. Et vous avez le niveau supérieur, niveau B1, B2, grammaire progressive du français. Après, vous avez le niveau supérieur, mais là, il est peut-être assez compliqué pour vous. C'est le niveau B2, C2. OK? Mais ces livres-là sont très, très bien pour travailler la grammaire. OK? Vous les trouvez facilement sur Amazon. Faites attention tout de même. Vous avez des exercices, mais souvent, les corrections ne sont pas incluses dans le document. Donc, il faut acheter également la. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour le vert et le bleu, mais par exemple, pour le marron, il faut racheter la correction, les corriger à part. OK? Ils n'ont pas mis tout dans le même livre. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais il faut avoir. Si vraiment vous avez des problèmes en grammaire, il faut travailler parce que c'est indispensable. Et donc, ça fait des années que je donne des cours de français langue étrangère. Je peux vous assurer que le gros problème des élèves, c'est la langue en elle-même, notamment la langue écrite. Vous faites énormément de fautes, de conjugaison, de grammaire, etc., etc. Donc, si vous êtes capable de maîtriser cette grammaire, vous pouvez avoir une excellente note. Excellente note. OK? Alors, ce soir, je vous en présente un rapidement, parce qu'il est déjà 10h moins le quart. Donc, le conseil, le reproche et le regret. Pourquoi j'ai mis au futur? Ah oui, non, pardon. Oui. Le conseil fait référence au futur, c'est-à-dire vous conseillez à quelqu'un de faire quelque chose pour améliorer la situation. OK? Alors que le reproche fait référence au passé. C'est-à-dire que la personne n'a pas fait quelque chose ou a fait quelque chose mais de manière mauvaise et donc ça a eu des conséquences négatives sur le présent. Donc vous voyez, ça, c'est la différence entre le conseil et le reproche. Donc, une chose qui est importante, c'est qu'en français, vous ne devez jamais utiliser ni l'impératif, ni les verbes devoir, falloir au présent. Parce que c'est informel, c'est irrespectueux. On ne donne pas d'ordre à un Français. Vous ne devez pas donner d'ordre à un Français. C'est très mal vu, c'est très mal pris. Les Français sont très susceptibles et donc il ne faut jamais utiliser l'impératif. Non, ne dites pas à un Français va faire ton travail ou tu dois faire ton travail. Non, il faut utiliser le conditionnel. OK? Donc, je vous ai expliqué ici quelques expressions pour donner des conseils. Il faudrait que, plus subjonctif. Il serait nécessaire que, plus subjonctif. Il vaudrait mieux que, plus subjonctif. Un seul plus, ça suffit. Il serait préférable que, plus subjonctif. Pourquoi ne pas, plus infinitif? Et dans ces cas-là, ça va être une question. Ou vous pourriez, plus infinitif. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs solutions différentes pour donner un conseil.
Pour les reproches, vous devez utiliser, vous avez plusieurs manières de le faire, le conditionnel passé. Il aurait fallu que, il aurait mieux valu que, ou vous auriez dû, plus infinitif. Le subjonctif passé, il est dommage que, plus subjonctif passé. Quel dommage que, quelle tristesse que, ou je regrette que. Donc, subjonctif passé, c'est, je vous donne un exemple, il est dommage que vous n'ayez pas fait votre travail, par exemple. Donc, ayez pas fait. Donc, vous voyez, je mets l'auxiliaire au subjonctif plus le participe passé. Ça, c'est le subjonctif passé. Vous avez l'infinitif passé. Je vous reproche de plus infinitif passé ou je regrette de plus infinitif passé. Par exemple, je vous reproche de ne pas avoir fait votre travail. Vous voyez, l'auxiliaire est à l'infinitif plus le participe passé. Donc voilà toutes les structures que vous pouvez utiliser. Et ça vous est utile dans la partie solution. Quand vous avez un plan problème, conséquence, solution, toutes les solutions que vous proposez, il faut les faire ou sous la forme d'un conseil ou sous la forme d'un reproche. OK? Mais jamais sous la forme d'un ordre. Jamais. OK? Donc voilà les informations que je voulais vous donner ce soir. Je sais que ça fait beaucoup d'informations en même temps. Donc si vous voulez travailler seul, il faut que vous repreniez toutes ces informations et que vous fassiez vos propres recherches, que vous alliez sur Internet, que vous cherchiez, que vous fassiez des fiches argumentatives, etc., etc. Si vous vous dites, non, j'y arriverai pas tout seul ou toute seule, voilà moi ce que je propose. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Voilà ce que je vous propose. Vous avez actuellement une formation online d'ELF B2 qui a commencé, mais que vous pouvez intégrer quand vous voulez. Puisque c'est, je vous la montre d'ailleurs, hop, accueil, attendez, j'arrête le partage, 30 secondes, d'ELF B2, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc là maintenant je peux repartager, ça pose pas de problème. Partager. Hop. Donc vous voyez, ça c'est le groupe B2 actuel. Et vous voyez, tout est par semaine. Tout le programme est par semaine. Donc semaine 1, par exemple, vous avez la vidéo explicative, ce que vous devez faire en semaine 1, puis toutes les activités que vous devez faire pour la semaine 1. Semaine 2, vous avez voilà, toutes les informations sur la semaine 2, etc., etc. Semaine 3, etc. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, tout est par semaine et vous pouvez retrouver toutes les informations. Et donc, vous allez à votre rythme. Cette formation coûte 120 €. Donc, pour 4 mois c'est 120 jours. Donc, 120 €, 1 € par jour. Ce n'est pas 7 semaines de. C'est 17 semaines, pardon. 17 semaines de programme. D'accord? Vous travaillez à votre rythme. Donc, vous avez accès à un groupe Classroom et à un groupe WhatsApp. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, vous avez le lien ici. Vous avez un autre système, c'est l'accès aux ressources de grammaire. Donc, vous avez un cours toutes les semaines qui est proposé. Et ça, vous le trouvez sur mon site Internet. Donc, quand vous allez sur mon site Internet, il est en train de s'ouvrir, voilà. Quand vous allez sur mon site Internet, vous allez dans la partie formule. En bas, vous avez la partie formule. Et donc, vous avez toutes les formules qui apparaissent. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez le DELF B2 formation online 4 mois. La voilà. Vous avez ressources grammaire, où là, c'est à 4,99 € par mois.
OK? Et donc, vous avez accès à un cours complet avec exercices et corrections toutes les semaines. OK? Il y en a déjà 4 ou 5 cours de disponibles et auxquels vous aurez déjà accès si vous vous inscrivez. Et vous vous arrêtez évidemment quand vous voulez. Hein. Si au bout d'un mois, vous dites non, ça ne m'intéresse pas, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Autre solution disponible, mais là c'est plus cher, c'est les cours en un par un sur un face à un. C'est-à-dire, vous êtes tout seul face à moi pour un cours d'1 heure. Okay, donc c'est vraiment de cours individuels où là vous avez 3 solutions. Le carnet 5 séances qui est à 350 €, le carnet 10 séances qui est à 600 € et le carnet 20 séances qui est à 1000 €. Mais là, évidemment, c'est beaucoup plus cher parce que vous êtes tout seul. OK? Donc voilà les options que vous avez. Si vous estimez que vous avez déjà un niveau facilement de B2 et que vous voulez vous préparer pour le C1, il y a également une formation disponible. Je ne sais pas où elle est. Elle est dans le groupe formation. Et donc, c'est celle-là, la formation C1, qui va commencer à partir du 28 novembre. OK? Donc, si vous voulez avoir des informations sur cette formation, c'est qu'elle de dire, donc vous allez dans la partie, je répète, hein, donc vous êtes sur ma page, vous allez dans formation, vous descendez jusqu'à ce que vous arriviez au C1 et vous faites en lire plus. Et là, vous avez toutes les informations, le prix, les dates, vous avez toutes les dates qui apparaissent, les dates des cours, etc., etc., toutes les activités réalisées, les contenus, l'organisation, et vous pouvez payer ou par PayPal ou par carte bancaire. Donc voilà, moi, ce que je propose si vous estimez que vous n'êtes pas capable, si vous ne vous sentez pas capable de travailler par vous-même. Il y a des choses que je propose. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors évidemment, hein, je le répète, hein, dans les formations que j'organise, pas pour le B2, mais pour le C1, ah si, le B2 aussi, vous avez, quand je vous donne des productions écrites et des productions orales à réaliser à la maison, vous me les envoyez et donc, bah, vous voyez, ça fait comme ça. Alors, je peux vous remontrer, je vous montre rapidement juste une petite chose. Partager, pardon, partager. Je vais aller sur Google Drive. Donc, vous voyez, les élèves me l'envoient ou par Word ou par Google Drive. Et si je fais, par exemple, hop, hop, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la correction, par exemple, d'une copie de production orale. C'est en train de s'ouvrir. C'est un peu long pour s'ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, j'explique systématiquement tout ce qui ne va pas dans la copie, au niveau méthodologique, au niveau de la langue. Et bon, là, il n'y a pas beaucoup de fautes dans la copie. Il devrait y en avoir. Voilà, s'il y en a quelques-unes qui apparaissent. Et donc, vous voyez, systématiquement, dès qu'il y a un problème sur une copie, je le mets ici. On ne dit pas baisse de niveau de la lecture, mais baisse de niveau de lecture et d'expression orale. Sont déjà énormément stressés. On ne dit pas énormément, on dit extrêmement. Donc, vous voyez, je corrige tout sur la partie méthodologie et la partie linguistique. Donc, les élèves m'envoient leurs copies et je les corrige de manière totalement individuelle pour chacun d'entre eux. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai vu que Isabelle, là, avait levé la main. Je t'écoute. J'ai une question. Pourquoi j'habite au Canada? Je m'intéressais à la course individuelle avec toi. Il y a des possibilités parce que c'est la différence de temps.
c'est la question. Oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Il y a un décalage horaire. Il y a un décalage horaire qui est important. J'ai déjà des élèves qui. Alors, bon, c'est vrai que moi, par exemple, le B2. Alors, le B2, il n'y a pas de cours en direct. Le B2, tout est enregistré. Tu l'as vu, hein, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Tout est déjà enregistré. Donc, il n'y a pas de problème de décalage horaire. Pour le C1, il y a un problème de décalage horaire parce que c'est vrai que les cours ont lieu le soir vers 8 heures. Donc, pour toi, ça veut dire le matin ou en début d'après-midi. Pour les cours particuliers, il n'y a aucun problème. Moi, je m'adapte. Je m'adapte. Si tu me dis, moi, je veux un cours, je crois que tu es à Vancouver, hein, c'est ça? À côté de Vancouver. Vancouver. But, Ouais, ouais. je préfère. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure chez toi actuellement là? Maintenant, is the différence is the 9 C'est heures. 9 heures, hein, je crois. C'est 9 heures. Hein. Il y a 9 heures. Non, Hein. 9 heures. Donc, non, moi, il est 22 heures. Donc, toi, il doit être 13 heures. Il est 1 heure de l'après-midi chez toi. maintenant, ça. Il doit être 1 heure chez toi. Il doit être 13 heures chez toi. 1 p.m. chez toi. 1 p.m. Yes. 1 p.m. 1 p.m. Ouais. Oui, il est 1 p.m. chez toi. Ouais. Donc, il est 1 heure de l'après-midi chez toi. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu me dis, bah, moi, j'aimerais un cours à 5 p.m., bah, moi, je m'adapte et je fais le cours à 5 p.m. Non, mais je suis disponible seulement un jour par semaine, par exemple. Oui. Mais le week-end est aussi possible. C'est possible ou ça n'est pas possible? Oui, le week-end, c'est possible également, oui. Oui, le Individuel. week-end, c'est possible également. Oui. Je m'adapte. Je m'adapte aux besoins de chacun. Je m'adapte aux besoins de chacun. Donc, c'est sûr que si tu me demandes 1 heure qui, pour moi, correspond à 3 ou 4 heures du matin, ça va être difficile. Non, non, difficile. le week-end, c'est bon. Pourquoi dans les jours, par exemple, je suppose que Mais si tu veux, on en reparlera. Tu m'envoies un petit message. Tu m'envoies, parce que bon, les autres ne sont peut-être pas intéressés, mais tu m'envoies un petit message ou en WhatsApp ou par mail et on en reparle ensemble en privé. Hein. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre présence, de votre accueil. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour vos examens de français. Je vous remercie d'abord. Alors moi, je ne suis pas concerné. Enfin, si, je suis concerné. Mais je vous remercie d'abord d'aimer la langue française parce que bah, c'est important. Moi, je suis un amoureux de la langue française. Donc, quand des personnes ont envie d'apprendre la langue française, ça me rend toujours très heureux. Donc, merci pour la langue française de travailler. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous m'envoyez un petit mail. Vous dites Bruno, j'ai assisté à la réunion. Est-ce que tu pourrais nous expliquer telle ou telle chose? Et je le ferai dans une autre vidéo que je mettrai en ligne pour expliquer tout ça. OK? Bonne Merci soirée. beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.